BFM Business, Intégral Placement, l'œil du stratège. L'œil ce matin de Jean-Sébastien Bellet pour Trustim Finance. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Petit regard avant de plonger sur ce qui fait votre spécificité, le regard particulier que vous portez sur les valeurs, sur la façon de gérer aussi. Petit regard sur le marché, sur la façon dont il a réagi ces derniers temps au Brexit, à toutes ces incertitudes qui planent. Comment est-ce que vous regardez vivre notre marché ? Avec beaucoup de curiosité, on va dire, parce qu'on est dans un marché qui est de plus en plus drivé par le court terme. Les flux dirigent les marchés, mais de façon extrêmement importante. Et les gens qui prenaient des positions un peu plus long terme ont, semble-t-il, disparu des marchés. Donc on est ballotté au gré des anticipations, des trackers, des fonds indiciels, des traders électroniques et autres, et on perd un petit peu de vue le raisonnement et la construction et ce qui est vraiment un investissement, c'est-à-dire quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée et qui est là pour longtemps, pour durer. Donc on est un peu ballotté. Et plus que jamais dans ces marchés très ballottés, puisqu'on a vu que pour le Brexit, d'abord on anticipait un Brexit, et puis ensuite on a anticipé le fait qu'il ne sortait plus, et puis ensuite la surprise de la sortie, et puis ensuite finalement c'est pas grave, ils sortiront peut-être pas, et puis demain on va avoir autre chose. Et donc ça devient très aléatoire tout ça, donc il faut vraiment s'accrocher à son process d'investissement, il faut vraiment voir les entreprises pour ce qu'elles sont capables de créer dans la durée, et puis laisser passer tous ces mouvements qui sont plus des péripéties en fait. Malgré tout, ces trous de marché qu'il y a parfois du fait des flux, une fois qu'on a le bon process, ça permet peut-être de trouver des points d'entrée intéressants sur des titres qu'on a surveillés, sélectionnés, choisis, cajolés depuis longtemps. Oui, tout à fait. Alors, récemment, on a eu des points d'entrée absolument incroyables sur des belles sociétés de croissance qui ont été emmenées vraiment d'une façon extrêmement violente dans la baisse. Je pense une société comme BMW, par exemple, qui n'est que très peu concernée par le Brexit. Et même si les Anglais sont indépendants, on parle de quelques micro-pourcentages qui vont changer la vie de BMW. Mais on ne changera pas la trajectoire incroyable de cette société qui est vraiment bien positionnée pour le nouvel usage que les gens vont faire de leur automobile, les nouvelles générations. Et donc on trouve des sociétés comme celle-là qui font de la croissance dans un monde sans croissance, qui ont des réserves absolument gigantesques, qui ont des marges extrêmement élevées. Et les marchés actuels nous donnent de vraies opportunités. On va revenir bien évidemment sur votre vision des marchés, sur la façon dont vous menez votre processus de sélection avec le client vraiment mis au centre de l'affaire. Malgré tout, on ne peut pas passer totalement outre la grande marche du monde et le fait que le Brexit aura ou pas un impact, le fait que l'économie américaine terminera ou ne terminera pas son cycle. Comment est-ce que vous scannez finalement le monde économique et financier ? Alors il y a des tas de questions auxquelles on ne peut pas apporter de réponse et où la réponse devient une utopie, un pari. Est-ce que la croissance aux États-Unis va s'arrêter ? Personnellement, ça fait 4 ans que j'entends ces gens qui posent des questions tous les ans. C'est la dernière année de la croissance américaine et pourtant ça continue. On ne peut pas répondre à cette question, de même qu'on ne peut pas répondre au prix du baril demain ou au prix de l'or demain. Donc nous préférons nous concentrer sur les vraies choses. Et les vraies choses, c'est la capacité qu'a une entreprise à se développer dans un monde qui bouge. Le monde a toujours bougé et bougera toujours. Ça n'a pas empêché à des sociétés comme Coca-Cola ou General Electric aux États-Unis de devenir les extraordinaires sociétés qu'elles sont aujourd'hui. Donc nous préférons nous concentrer sur des choses vraiment importantes, le client. Parce que le client, c'est la garantie du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et une entreprise sans client, c'est une association, voire un hobby, mais certainement pas une entreprise. Donc, nous préférons nous concentrer sur le client, la satisfaction du client, la culture client de l'entreprise, l'expérience client, pour passer toutes ces petites vaguelettes qui agitent les marchés. Et ça se mesure comment ça du coup, Jean-Sébastien ? Vous décrochez votre téléphone et vous appelez les clients de telle boîte, vous dites tiens aujourd'hui on fait Coca et... Voilà, on ne fait pas comme Peter Lynch il y a quelques années qui a envoyé sa femme dans les magasins pour voir si les produits étaient intéressants. On a une démarche un petit peu plus globalisée et donc on travaille avec Ipsos en partenariat pour réaliser des enquêtes de satisfaction client dans le monde entier. Et ces enquêtes de satisfaction client nous permettent de savoir quels sont les clients, quelles sont les sociétés préférées des clients, quelles sont les sociétés qui sont plébiscitées en quelque sorte par les clients. Dans une deuxième étape, nous allons questionner ces entreprises pour comprendre à quel point elles ont une culture client. On va leur demander qui sont leurs clients, comment ils mesurent les attentes de ces clients, comment ils répondent à ces attentes, comment ils mesurent la réponse qu'ils ont donnée à ces attentes, comment ils traitent le client insatisfait.
etc. On leur pose une soixantaine de questions qui permet de voir si cette société est vraiment organisée autour du client ou alors autour du produit ou autour du prix, comme d'autres sociétés qui nous intéressent moins. Et à partir de là, nous pouvons investir sur ces sociétés qui mettent le client au cœur de leur organisation. Et c'est très important dans la révolution numérique digitale que nous vivons actuellement, qui est une révolution du client avant tout, puisque pour la première fois, le client a la capacité de donner son avis à des centaines de milliers de personnes. Donc pour vous, le portefeuille doit être orchestré, organisé autour du client, exit les critères géographiques, les critères sectoriels, les critères de catégories défensives, grosses, value. Oui, vous savez, tout ça, ce sont des critères qui ont été inventés au cours des dernières années par des financiers pour se rassurer. Alors on fait une répartition sectorielle, on fait une répartition géographique. Mais franchement, combien d'équipes il faudrait pour savoir comment organiser une répartition géographique sur une vingtaine de pays et savoir quels sont les pays qui vont faire un petit peu plus de croissance ou un petit peu moins de croissance en fonction de milliers de données qui tombent à chaque instant. De même, les grosses values, tout ça n'est plus tellement d'actualité et tout ça, les clients ne le recherchent pas. Ils veulent avoir un sens pour leur épargne. De plus en plus, les gens épargnent pour leur retraite parce qu'ils voient bien que les gouvernements ne peuvent plus faire face, que les retraites ne seront pas suffisantes. Et donc, ils veulent épargner, mais avec un sens. Savoir pourquoi ils épargnent, comment ils épargnent et ce qu'on fait de leur argent. Donc nous avons une approche qui est de leur expliquer qu'on a investi leur argent en fonction des clients, que nous allons vers les sociétés qui mettent le client en première ligne. D'autres ont d'autres approches, mais je crois qu'il faut revenir au sens de l'épargne et au sens de l'investissement pour se concentrer sur les vraies choses. Il n'empêche qu'il faut quand même vérifier la capacité financière de l'entreprise et sa solidité. C'est ça. Faisons justement un petit peu d'application maintenant. Par exemple, en se basant sur votre process aujourd'hui, quel titre vous auriez envie de choisir pour les illustrer ? Alors, je sais que sur BFM Business, vous êtes friand de petites sociétés. Donc, nous, il y a une petite société qui est de moins en moins petite chaque jour, qui est Direct Energy. Voilà une société qui est issue de la fusion de Poweo et Direct Energy, de deux sociétés qui allaient assez mal, et qui a décidé de s'attaquer au monstre EDF. Le monopole absolu en France. Et Direct Energy, par une concentration extrêmement forte sur le service client, sur tout ce qu'ils pouvaient offrir comme service aux clients, avec des centres d'appel bien faits, avec un suivi du client, petit à petit a grignoté les parts de marché au point de dépasser le million de clients et puis dépasser les 5 millions de clients. Et aujourd'hui, c'est une société qui dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires avec une trésorerie abondante et surtout une marge élevée qui leur permet aujourd'hui de se diversifier et de devenir à leur tour producteurs d'énergie. Donc une société qui est en pleine croissance, alors que EDF, depuis quelques années, connaît que la décroissance et les problèmes dont on parle régulièrement. Donc en se concentrant sur le client, en mettant le client au cœur de son ADN, on peut faire de la croissance dans un monde sans croissance qui est le monde de l'énergie. Et c'est ce qui nous intéresse directement sur Direct Energy parce que nous sommes dans une phase d'accélération de cette croissance. Donc Direct Energy, un des chantres de la relation client. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer ? Alors on a une société dans les télécoms qui est souvent décriée, qui est Iliad. Iliad a attaqué le marché des télécoms par une politique de prix extrêmement agressive et ils se sont rendus compte au bout de quelques années qu'ils captaient les clients les moins intéressants avec cette politique de prix d'une part et puis que les clients n'étaient pas fidèles. S'ils faisaient un abonnement à 20 € et que SFR faisait un abonnement dans la foulée à 19 €, le client partait pour aller vers 19 €. Donc depuis 2 ans, ils ont changé de stratégie pour se concentrer sur une stratégie client. Et donc ils ont voulu offrir un réseau qui soit le meilleur possible compte tenu de leurs moyens, un réseau qui soit le plus proche du client, des contacts clients extrêmement forts. Et donc tout ça, ça leur a permis de garder leurs clients, de les fidéliser et à partir de là, de construire une croissance rentable en récupérant les clients d'un acteur qui a décidé le choix inverse, qui est SFR, qui a décidé de réduire tous les coûts pour avoir une politique de prix agressive et qui a perdu beaucoup de clients, 1 million de clients sur l'an dernier, lesquels clients, évidemment, ont tendance à aller aujourd'hui chez Iliad, Orange et Bouygues. Le client, dans ces deux exemples, il est vous et moi, il est le client final. Est-ce que cette relation client, on arrive aussi à la décrypter sur des plus grandes entreprises qui font plus du B2B ? Oui, alors vous savez, toutes les entreprises ont des clients.
Et dans le B2B, généralement, les entreprises ont moins de clients. Une entreprise comme SAP ou Oracle, qui sont des énormes entreprises, ont en moyenne 250 ou 300 000 clients. Danone a des dizaines de millions de clients. Et donc, c'est plus facile en B2B de bien servir son client. Et c'est d'autant plus important que souvent, l'avant-vente, la période pendant laquelle il faut convaincre le client de venir chez nous, est plus longue et plus coûteuse. Et donc, en B2B, il y a beaucoup de sociétés qui sont extrêmement concentrées sur le client. Nous avons en France des sociétés qui sont extrêmement fortes, Dassault Systèmes dans le monde des logiciels, Air Liquide dans le monde de la santé. Air Liquide est une société qui a vraiment le client. On savait qu'ils choyaient leurs actionnaires, mais ils choient aussi leurs clients? Oui, parce que en fait, comme le dit très bien Jeff Bezos, le patron d'Amazon, sur le long terme, l'intérêt du client et de l'actionnaire se rejoignent. Et les actionnaires d'Amazon n'ont pas à se plaindre. Le cours a été multiplié par 20 au cours des 6 dernières années. Donc franchement, ils n'ont pas à s'en plaindre. Et Air Liquide non plus. Mais Air Liquide a réussi à construire une force importante, une position dominante dans le monde de la santé, pas simplement en fournissant du gaz et de l'oxygène aux hôpitaux, mais en construisant un partenariat avec les hôpitaux et en faisant en sorte à travers le monde entier que quand on est avec Air Liquide, il n'y ait aucun problème. Et pour les hôpitaux, c'est extrêmement important. Donc Air Liquide a cet ADN client, cette volonté de service, cette volonté de récupérer les avis des clients pour améliorer le service et faire tourner la roue dans le bon sens. Et ben voilà, 3 idées appliquées sur la stratégie de Trustteam, Direct Energy, Iliad ou encore Air Liquide. Merci beaucoup Jean-Sébastien d'être venu nous présenter cette vision de l'investissement en ce 14 juillet. Jean-Sébastien Bellet, associé de Trustteam Finance. Le CAC 40, il progresse de plus d'1% pour le moment, 4379 points.